La Fédération des entreprises de boulangerie est le partenaire des entrepreneurs du secteur et elle les accompagne à chaque étape de leur développement. La FEB s'associe à Girls in Food pour vous présenter le meilleur de la boulangerie au féminin. Bonne écoute! Victoria Effantin et Cécile Cayat sont les boulangères nouvelle génération. Leur boulangerie de quartier, qui répond au doux nom de Mamiche, fait courir les Parisiens amoureux de bon pain et de pâtisserie boulangère. Derrière l'enseigne se cache un duo qui coche bien des cases contemporaines. Reconversion professionnelle, retour à l'artisanat, réussite entrepreneuriale. Une fine équipe qui a su rendre la boulangerie désirable dans ce qu'elle a de plus simple, loin des codes du luxe que l'on voit beaucoup en pâtisserie, en jouant sur l'humour pour tisser une relation de proximité et de confiance avec ses clients. Dans cet épisode, Cécile et Victoria partagent aussi leurs réflexions sur la difficulté d'être entrepreneur, même quand le succès est au rendez-vous. Un discours qui change de la posture habituelle des chefs d'entreprise conquérants, une voix du milieu salutaire, loin de l'autosatisfaction. Mais aussi l'exemple d'un modèle économique qui n'est pas basé sur le fait de vendre toujours plus cher des produits simples, sans pour autant transiger sur la qualité. Le produit avant tout, la décontraction en plus. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Cécile Cayat et Victoria Effantin dans Girls in Food. Bonjour Victoria, bonjour Cécile. Bonjour. Est-ce que, à tour de rôle, vous pouvez vous présenter ? Alors Cécile, Allez. je vous laisse commencer. Ah, comment tu me pousses. Alors, enchantée, Cécile, cofondatrice de Mamiche. Qu'est-ce que je dois dire sur moi ? Plutôt la pâtissière du duo. C'est dur de se décrire ouais, soi-même. c'est clair, 32 ans. T'es brune. Parisienne, voilà, je sais pas quoi dire. Boulangère, enfin... Mais c'est déjà un bon résumé. Ouais, voilà. Oh là là. À vous Victoria. Et ben moi, Victoria, cofondatrice aussi de Mamiche. Ah bon ? Moi, je suis la boulangère du duo et moi, je suis plutôt lyonnaise. Je suis pas parisienne. D'accord. C'est important quand même de le dire. C'est important. vrai. Peut-être pour la question suivante d'ailleurs. Est-ce que la cuisine tenait une place importante dans votre famille quand vous étiez enfant ? Oh là là, Victoria. ça c'est un gros débat. Oui, je pense, moi, mes deux grands-mères cuisinaient à fond. Ouais. Et puis c'est toujours un moment de réunion, de famille, où on se gave, on se pète le bide, on dirait même. Et puis nous, on est des gros mangeurs, et surtout j'ai que des frères, donc il fallait manger très vite. Sinon, il n'y avait plus rien. Sinon, il y avait quoi. plus rien, Ça, c'est d'accord. vraiment la guerre. Donc on avait l'air d'enfants un peu de famine, tellement on se dépêchait comme si on n'avait rien mangé depuis 10 jours, quoi. Oh my God. Mais par contre, ouais, on aime bien manger, quoi. Ok. Et Cécile, vous avez la même Ouais. expérience ? Bah pareil. Non, pas sur la lutte pour la c'est nourriture total. parce que moi j'ai que des sœurs, donc en fait ça va. Mais par contre effectivement omniprésence, je pense de la nourriture, enfin que ça soit manger, en parler, cuisiner, tout chez nous c'est je pense le sujet numéro 1 de C'est la conversation. vie, quoi. Et puis c'est naturel, parce qu'en fait, chez nous, nos parents cuisinaient... Oui. Enfin, je veux dire, moi, Oui, j'ai oui, jamais oui, vu oui. ma mère acheter du... Enfin, Picard, c'était vraiment, genre, rarissime, quoi. Ok. Pendant que mes potes scolaires, ils avaient tous... Les crêpes Alors moi surgelées. ma mère elle a vachement fait Picard, tu vois. Mais Moi, non, jamais. c'est plus le côté de la notion du bon et du moins bon quoi. C'est plutôt ça, c'est qu'en D'accord. fait, enfin, je pense depuis le début, genre je sais pas, moi, ma mère, elle a toujours su que Picard, c'était pas dingue, mais que c'était ce que c'était, quoi. Mm. Et de dire là, c'est, par exemple, il y a plein de gens pour célébrer des moments. La nourriture, c'est pas forcément le truc important, alors que je pense pour nous, c'est Ouais. essentiel. Enfin, voilà. D'accord. Bien manger, bien boire et tout, ça veut vraiment dire on partage un bon moment, et cuisiner aussi, je pense. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y avait un plat familial, un plat du dimanche particulier dans vos familles respectives ? Il y en a trop, Ouais, il y en a tellement. Alors Cécile. Ouais. Moi, les plats, qu'est-ce qu'on a fait beaucoup ? Bah, le truc un peu, qu'on mange beaucoup chez moi, c'est les escalopes panées. Ok. Ça, c'est le truc que faisait ma grand-mère avant et que mon père a forcé à ma mère à apprendre. Donc, les escalopes panées, beaucoup, et je sais pas, voilà, ça a changé un peu avec le temps. Pas mal, mon père, sa spécialité, c'est la daube. D'accord. Donc, c'est devenu vite gros plat familial, et après, les pâtes quand même, pas mal Ouais. aussi. Ouais, Ok. beaucoup les pâtes. Non, franchement. Et vous Victoria ?
Bah moi, dans mes souvenirs, c'était saucisson lyonnais à fond. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah, tous les dimanches, on avait le saucisson, quoi. Ah ouais. Ok. Oh, la chance. Et non, frites maison aussi, je me Ah souviens ouais. quand on était jeunes, parce que ma mère, elle voulait pas acheter des frites surgelées, du coup, Ouais. elle les faisait, donc ça, c'était un gros kiff. Et aussi, le dimanche soir, c'était les restes de poulet. Ils prenaient le jus de poulet avec des coquillettes. Mmh. C'est tout simple, mais le dimanche soir, en vrai, quand tu sais que tous les dimanches Ouais, soirs, ils ouais. t'attendent ça, C'est le kiff. c'est quand même stylé le dimanche soir. Ouais. Grave. Et est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant? Alors moi, pour la Ouais, blague, c'est quand stylé. j'étais petite, je voulais être coiffeuse le matin et boulangère l'après-midi. Ah, mais Parce il y avait de l'idée. Voilà, parce que j'adorais coiffer les cheveux. T'avais la double casquette. Non, la double casquette, mais parce que je voulais être boulangère l'après-midi, parce que j'adorais manger les trucs et tout, et que je me disais comme ça, c'est moi qui vais fermer la boutique, et comme ça, je pourrais manger tout ce qui est pas vendu. La Eh ben, meuf, déjà un rêve devenu obsédée. réalité. Donc j'ai fait la moitié, manque plus que la coiffure. Voilà. Non, moi, j'avais... Et je vous, crois que Victoria, est-ce moi, que je c'était plus voulais- classique ou... Non, mais moi, quand j'étais toute petite, je voulais être astronaute, donc rien à voir. Ok. Stylé aussi Ouais, quand même. j'étais à fond là-dedans. Disons que t'es pas encore arrivé, mais Il y a du travail, c'est un peu dans la lune, tu vois. Ah, on sait pas, Ma peut-être. tête est un peu dans la lune, écoute. Non, mais non. Sinon, non, j'avais pas encore d'idée. Ok. Astronaute, je me souviens que ça me fascinait. J'étais en mode, peut-être un jour, je voudrais devenir astronaute. Ouais. Mais bon, c'était un petit rêve de gosse, quoi. Ouais. Non, mais Et... je peux encore y arriver. Et ça a été quoi votre tout premier job? Le premier job qui vous a valu un salaire, Putain, un moi, chèque? c'était la cueillette des framboises Ok. et du maïs dans les champs. Putain, moi je serais Ça, c'était un de mes incapable premiers dire. jobs et resto, serveuse, quoi. D'accord. Ok. Mes tout premiers, c'était avec mes Ah, frères. On allait... Ouais. Non, il y avait aussi peintre en bâtiment, Ah. il avait des voitures, mais ça, c'était vraiment le job d'été pour se faire de l'argent. Moi, je Ok. crois Mais que le vrai job que je faisais tous les ans, c'était le ramassage de la cueillette. La cueillette. Ouais. Ok. Moi, je Et crois vous, que le Cécile premier, c'était... j'avais fait un stage chez une avocate. C'était horrible, j'avais trié ses archives. C'était D'accord. affreux. Ah oui. J'étais dans un couloir. C'est moins fun. C'était ouais. Et C'est ouais. mon terrain, quoi. Ah, c'est terrain, mais tu te fais chier, quoi. Mais... Et on va faire le lien du coup avec la suite de votre carrière, vos études, parce que vous n'êtes pas devenue boulangère et pâtissière respectivement tout de suite. Ouais. Yes. Vous avez toutes les deux fait des écoles de commerce. Cécile, vous aviez d'ailleurs, il me semble, fait une spécialité entrepreneuriat. Quand vous vous êtes lancée dans vos études, qu'est-ce que vous pensiez devenir en fait? C'était quoi le plan Bah, en fait, moi, avant ça, j'ai fait 3 ans à Londres d'économie et histoire économique. Donc Ah, là, d'accord. pour le coup, c'était vraiment très, très, très théorique. C'est pour les gens qui veulent vraiment devenir des petits rats de librairie, Ouais. comme on dit en anglais. Et après, le SCP, j'ai fait un peu comme ça. Et non, je pense monter ma boîte, j'avais envie, ça je savais. Ok. Et je savais que j'avais envie de travailler dans le milieu de la nourriture. Que ça D'accord. soit, C'était déjà le plan. une boutique, une marque alimentaire, et que ça soit la mienne ou pas en fait. D'accord. Mais ça c'est un truc qui m'a toujours attiré et je pense que les grosses boîtes ça m'a jamais attiré aussi. Donc Ok. entrepreneuriat, que ça soit sa boîte ou travailler pour quelqu'un, Peut-être quand c'est une plutôt plus en petite petite boîte, structure, quoi. c'est quand même un peu important de savoir ça. Ok. Et après j'avoue que c'est aussi un peu, enfin dans les écoles de commerce souvent ce qu'ils proposent c'est un peu, Oui, enfin, c'est vraiment com, ouais. marketing machin, Ouais. mais il y avait un peu aucun des trucs. J'avais envie de un peu voir tout. D'accord. Donc, Ok. Donc ça permet d'avoir un bon Ouais. panorama. Ouais, franchement, ça c'était très bien. Et vous avez ensuite bossé chez Marlette. Ouais. Est-ce que c'était tout de suite après l'école? Non, c'était pas tout de suite après l'école. D'abord, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale plutôt très compliquée. Ouais. Et après, du coup, je suis allée bosser chez Marlette. Et non, bah en fait, j'avais découvert la marque un peu avant. Et à l'époque, j'ai commencé juste serveuse. Enfin, je D'accord. bossais dans le café, quoi. Ok. Et en fait, il y a un poste bureau qui s'est libéré. Comme elle voyait que j'avais pas vraiment... Enfin, que j'avais un profil qui pouvait faire les deux. C'est un peu comme ça que je suis arrivée là-bas. D'accord. Ouais. Et vous avez fait quoi du coup? C'est quoi l'essentiel du job après quand vous êtes Bah en fait c'était développer le business quoi. En gros Ok. je faisais un peu de la com, les nouveaux produits, le marketing, développer les cafés, les chiffres, un peu tout. Ok. En gros c'était moi quand je suis arrivée elles étaient je crois 4 D'accord, ouais. au total C'était- quoi donc ouais. ou 5 donc c'était vraiment petit quoi. Il y avait tout à faire ce qui était Ouais. trop cool. pour le Ouais. coup. Et vous aviez une sensibilité à la base sur le côté bio, sans gluten, enfin voilà. Sans gluten pas du tout D'accord. parce que moi ça me enfin je comprends très bien qu'il y ait des gens qui Aujourd'hui, quoi. non mais je comprends qu'il y ait des gens qui Mais mangent c'est pas de ça qui gluten vous a et tout attiré, mais moi c'est pas le enfin, côté, voilà. le côté Non, mais c'était plus que, en fait, je trouvais, en fait, à l'époque, c'était assez
novateur, je trouve, Ouais, quand même, totalement. comme marque, enfin, même l'identité et tout. Et en fait, je crois que c'était surtout ça. Et puis, comme elle faisait des gâteaux, que moi j'ai mis Ouais. des gâteaux. Et justement, du coup, vous avez passé votre CAP... Avant, alors c'était pendant le SCP, comme par contre, D'accord. je me faisais un peu chier pendant Ok. l'année. Du coup, et que je savais que je voulais bosser là-dedans, je m'étais dit, c'est cool si je commence par le CAP, comme ça, j'ai vraiment la base, et quel que soit le métier que je fais derrière, je sais déjà comment marche le truc numéro 1. Ok. Donc ça, je l'ai fait en même temps. Et vous l'avez passé en candidat libre, Ouais. sans suivre de formation particulière. J'ai Comment vous êtes... J'ai fait un peu le cordon bleu, et après, j'ai fait des stages, surtout. D'accord. Enfin, en fait, Ok, mon ça, année de c'est- césure à l'ESCP, j'ai fait que des stages en cuisine, en pâtisserie. Ok. Donc, mais c'était le deal, en fait, quand ils m'ont pris, je leur avais dit, en gros, comme je veux bosser dans la gastronomie, mes stages, ce sera sûrement pas, j'irai pas chez L'Oréal, quoi. D'accord, Donc, ouais, ils ouais. m'avaient dit, ok, pas de problème et tout. Donc, j'avais fait des stages en cuisine. Enfin, Ok. en pâtisserie. Ça marche. Ouais. Et vous, Victoria, alors j'ai vu que vous aviez en quelque sorte un peu un pied dans la boulangerie depuis assez longtemps parce que vous avez un oncle boulanger, si j'ai bien compris. Ouais. Si c'est pas une légende urbaine. Il était bouché, en fait, à la base. Ah oui, d'accord. Oui. C'était pas? Oui, savais il pas. était bouché, oui. Trop marrant. Et donc. Et il est devenu boulanger. Ok. Ça lui va mieux bouger, tu vois, en Oui, fait. ça lui va mieux boucher quand tu en penses, oui. Et j'ai lu aussi que vous aviez travaillé en boulangerie. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est avec lui ou pas du tout. Quand vous étiez, juste après votre bac Ouais. ou par là, quoi. Oui, je travaillais dans une boulangerie à Lyon. Ouais. Mais après, mon oncle, c'était nouveau comme métier. Enfin, je veux dire, ça faisait pas. Enfin, il a fait ça plutôt tard dans Donc sa c'est une carrière. sorte de reconversion en fait. Donc j'ai vu, oui, sa reconversion quand j'étais déjà assez âgée. Je devais avoir bien 15-16 ans, quoi. Mm. Et ouais, et puis de toute façon, moi, j'adorais le milieu de la nourriture. Et j'adore le pain. Enfin, chez moi, le pain, il y en a vraiment tout le temps. S'il n'y a pas de pain, c'est vraiment la guerre, quoi. Ouais. Et en fait, ça faisait longtemps que je me disais que c'était dommage, les boulangeries, c'était vraiment poussiéreux, ça donnait pas envie d'y aller, quoi. Ouais. Et c'est rare, en fait, au final, d'avoir une bonne boulangerie moi, à Lyon, on les comptait sur les doigts de la main, les bonnes boulangeries, Ouais. quoi. Et voilà, et en fait, l'idée naissait sans même que j'en m'en rende compte, quoi. C'est plus tard qu'elle est vraiment arrivée dans mon Ouais, cerveau, elle s'est formalisée. Là. Ouais. Et donc, quand vous avez commencé vos études, vous avez fait quelque chose qui n'avait pas forcément un rapport direct avec le milieu de la gastronomie non plus. Non. J'ai vu que vous aviez fait un master 2, Ouais, faire plus international. classique. Mais Bah, du coup, c'était quoi, quand vous faisiez ça, c'était quoi l'idée derrière Moi, j'avais voulu faire une école de cuisine, mais mes parents m'avaient dit, tu fais d'abord un truc plus classique. D'accord. Et au pire, tu compléteras après avec autre chose. Ouais. Et du coup, j'ai fait le parcours de quelqu'un qui savait pas ce qu'il voulait faire. Voilà, école de commerce, qui complète plein de cases. Voilà. C'est ça. Mais bon, j'avais déjà vraiment de l'attirance. Enfin, tous Ouais. les projets, je me souviens de projets marketing autour de produits gastronomiques où je me donnais bizarrement 2 fois plus que quand c'était sur un truc chelou. Et puis après, c'est les stages qui ont commencé à confirmer mon envie de me tourner vers ce secteur-là, quoi. Oui, parce que vous avez fait des expériences dans ce domaine-là, Ouais. donc assez pratiquement différentes que dans pour ce autant. domaine, ouais. Genre la fourchette Ouais, et l'œuvre organique. ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, la fourchette, moi j'étais commerciale. À l'époque, c'était hyper novateur comme truc, Ouais. parce que c'était un des tout premiers sites de réservation. Ouais. Donc c'était vraiment une grosse start-up qui faisait parler d'elle, quoi. Et du coup, j'étais commerciale. Donc là, ça m'a appris vraiment le terrain. Ouais. Et puis je pense que commercial, c'est bien d'y passer un jour ou l'autre, parce que c'est la base de tout métier de savoir vendre Il y en quelque aura chose. forcément besoin, ouais. Et là, c'était assez rigolo, parce que c'était le digital qui rencontrait le restaurateur, quoi. Donc c'était un vrai choc challenge. des cultures. Ah c'était un gros choc des cultures parce qu'on se faisait envoyer chier tout le temps par les restaurateurs. Donc quand on allait vraiment on frappait aux portes de tous les restaurants de Paris, quoi. Donc moi ça m'a juste déjà permis de voir plein de restos et puis de commencer à lier des contacts dans ce milieu-là. Et ensuite l'œuvre organique, c'est là où on est vraiment rentré dans le produit. Ouais, qui est une marque de thé. Voilà, qui est une marque de thé bio, qui à l'époque aussi était assez novateur parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de bio à cette époque-là. C'était en même temps que Marlette un petit peu. Et donc c'était intéressant. Après, c'était l'époque très marketing de ce genre de produits. Je pense aujourd'hui on s'en éloigne beaucoup de ce genre de marque. Au contraire, on se dirige vers des trucs beaucoup plus nature, moins marketing, plus ça rassure. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment au top du top, quoi. Ouais. Donc nous, ça nous a plus appris à découvrir ce milieu-là, comment un produit peut devenir entre guillemets glamour ou un truc
qu'on adore avoir dans sa cuisine parce que c'est cool. Ouais. Et bon, après, même si c'est pas les valeurs que nous on partage, je pense que ça nous a beaucoup appris. Et c'est quand même c'était des produits qualitatifs. En tout cas, l'organique, c'était des vrais produits bio, sourcés, correctement. Donc ça nous a quand même appris à, le bon goût des choses, quoi. Ouais. Et comment s'est faite la rencontre entre vous deux? C'était... En fait, on était dans les mêmes, parce qu'en fait, Marlette, ça avait été incubé dans un truc qui s'appelle Orientis. D'accord. Qui est un gros groupe qui a Kousmiti notamment, Love. Et donc, Marlette, en gros, gentiment, on avait nos bureaux dans les bureaux de toutes ces marques. D'accord. Vous étiez un peu collègues, en fait. Et donc, du coup, collègues de loin. Non, oui, parce qu'en fait, c'est un énorme floor où il y avait on peut le dire, quasi 95% des gens, c'est des femmes. Mais vraiment des nanas, quoi. Ouais. Et moi, je suis arrivée, du coup, avant, je bossais plutôt dans des cuisines, et j'avais pas du tout l'habitude de ce genre de truc. Parce que même à l'ESCP, en fait, j'avais jamais bossé dans une vraie entreprise où on badge à l'entrée, où il faut mettre des jupes et tout. Moi, j'avais jamais fait, en fait. Et quand je suis arrivée, du coup, non seulement j'étais je pense, personne voulait me parler, quoi. Et en plus, Marlette, on était gentiment accueillis, mais donc en gros, tout était une faveur. Tout était, est-ce que tu peux me rendre ce service de me photocopier tel truc? Et donc Victoria, me voyant comme une grosse vicose dans cet univers de requins féminins, m'a gentiment adressé la parole. Elle s'est prise sous son aile. Je la voyais passer dans les couloirs, toute seule, je parlais à personne, avec c'est pas lourd. Et j'étais, ok, il y a un blême, peut-être. J'avoue. Non, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis on s'est mis en fait, comme on aimait toutes les deux la nourriture, on est vite arrivés à déjeuner ensemble, se partager un peu les plans et tout ça. Et puis en fait, le projet est né comme ça, quoi. En plus, comme moi, j'étais pas du tout pâtissière et que c'est pas du tout mon domaine, quelque chose... Enfin, j'aime bien la pâtisserie, mais de grand-mère, je suis pas du tout pâtissière, quoi. Et comme elle avait la casquette de pâtissière, moi, forcément, ça m'avait fait un peu tilt, quoi. Et à quel moment c'est devenu, la passion commune, c'est devenu un projet commun? Si on le savait. Moi, je me souviens quand même c'était un événement, tu te souviens, genre sur le futur, sur l'écologie. Ouais. Je me souviens très bien, on avait chacune un stand et on discutait et tout. Et en fait, je pense qu'on avait toutes les deux, ça faisait, je sais pas combien de temps, mais ça faisait un petit moment chacune où on était dans un poste. Et on savait toutes les deux qu'on s'était pas, en gros, on n'allait pas rester 10 piges, quoi. Donc, on discutait un peu de genre, ouais, donc la suite, machin, etc. Et là, après, c'est prêt à manger. Ouais, putain, c'est vrai. Et en fait, il y avait un prêt à manger juste à côté. Et après, le soir, on s'est dit, ok, commençons à en discuter. Victoria, elle avait déjà travaillé sur un doc avec elle avait regroupé plein d'idées, plein de trucs et tout. Pour voir si, en fait, juste, en gros, ce qu'elle avait un peu en tête, ça pouvait me correspondre. Ouais. Et en gros, si les idées, ça matchait et tout. Et donc, on allait une fois par semaine chez Prêt à manger après le boulot. Voilà, manger de la mangue séchée et regarder. Et brainstormer. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et comment vous êtes arrivé au concept de Mamiche? Comment vous êtes arrivé à cette idée de ce que vous vouliez vraiment faire En vrai, c'était quand même long, hein, parce que ça a vachement... En fait, je pense qu'il y avait des valeurs un peu en filaire qu'on n'a jamais lâchées. Ça, vous pouvez développer un peu sur ça? Non, mais on voulait un truc authentique, exactement ce que disait Vic, le côté les boulangeries, en fait, on n'aimait jamais y aller, nous. On se disait, c'est quand même con, parce que les produits... Bon, alors souvent, en fait, on les trouve pas très bons, mais au-delà de ça, c'est jamais un truc hyper plaisir d'aller à la boulangerie, alors pourtant, c'est un commerce essentiel, quoi. C'est des dommages, quoi. Et donc ça, c'était un peu l'idée aussi de base, et de se dire, on veut quelque chose de simple, on veut un truc, authentique, et je pense qu'on avait toutes les deux pas mal voyagé, beaucoup dans les trucs anglo-saxons, où on se disait, en fait, eux, ils utilisent le côté l'amour de la France, et donc ils font des fausses boulangeries mais qui sont quand même super cool. Ouais. Et pourquoi on peut pas faire juste une vraie boulangerie française en super cool aussi, quoi. Ouais. Et après, je pense que ça a évolué sur plein d'aspects sur plein de trucs, parce qu'en fait on avait 1000 idées, on n'a pas pu tout faire. Il y a des choses on s'est dit ok, ça c'est pas possible, il y a des trucs qu'on voulait pas en démordre, donc on a dû lâcher sur d'autres choses, parce que ça a mis quand même du temps. Et surtout que vous vouliez faire, surtout, enfin, au lancement, vous faisiez la prod vous-même, enfin, vous faisiez tout, quoi. Ça, honnêtement, on s'est pas beaucoup posé la question aussi, parce que quand on démarre, on voulait pas prendre le risque de prendre un employé, parce que déjà, on savait pas du tout si ça allait marcher. Ouais. Et puis, je pense que même nous, on avait créé nos propres produits, donc c'était important que ce soit nous qui les fassions.
encore plus au début quand la réputation se fait plus ou moins vite, quoi. Ouais. Et ouais, au début, par contre, alors, ça a été une grosse claque physique, parce que forcément, comme on était 3. On avait embauché une pâtissière, parce qu'on avait quand même besoin de quelqu'un en plus. Ouais. Cécile faisait les sandwichs et la vente, et moi, je faisais la viennoiserie et le pain. Ouais. Mais oui, c'était un moment de nos vies qu'on n'oubliera jamais, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que vraiment, là, pour le coup, c'était enfin la concrétisation de 2 ans de travail, mais sauf que tout ce qu'on imagine avant, c'est-à-dire la création d'un projet, n'a rien à voir avec la production. Bien sûr. Donc le jour où en fait on est sur le point d'ouvrir et que tout ce qu'on a imaginé, donc l'architecte, le matériel, le genre de produit qu'on veut sortir, la recette, etc. Mais par contre, le jour où il faut le mettre en marche, c'est quand même, il n'y a plus qu'un objectif, c'est de sortir tous les jours de la quantité et rien d'autre. Enfin, nous, on s'en foutait du marketing, on s'en foutait de la caisse si elle marchait bien, on s'en foutait de tout ça. Tout ce qu'on voulait, c'était que ça sorte de la qualité et en quantité, puisqu'on est très vite été dépassés. Et c'est là où on a vraiment douillé parce que du coup, on pouvait pas embaucher tout de suite. Ouais. Et là, on a dû accélérer le rythme. Et là, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que le métier de boulanger pour les femmes, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment un métier très, très, très physique. Ouais, très... Et personne n'a connaissance du métier, alors que c'est quand même un des métiers français par excellence. Enfin, je veux dire, qui représente la France, qui est hyper symbolique. Vous voulez dire les clients ne se rendent pas compte à quel point c'est dur. Pas du tout. Parce qu'en fait, comme il y a plein de gens qui par exemple font le pain mais ne font rien d'autre maison. Bah, en fait, du coup, ça équilibre, quoi. C'est juste que comme nous, on faisait tout, bah, en fait, honnêtement, c'est facile. Et puis les gens savent pas qu'ils vont manger du surgelé dans une boulangerie. Oui. Enfin, je veux dire, ils savaient vraiment pas que ce qu'ils mangeaient, c'était un catalogue, quoi. Ouais. Donc le jour où ils découvrent que, en fait, quand on fait tout maison, il n'y a pas tout à dispo, tous les jours, à telle heure, etc. Là, ça a été très compliqué parce en fait, ils pensaient que c'était nous qui ne savions pas gérer notre business. Oui, ou alors que vous faisiez exprès un peu pour créer le... Voilà, exactement. Et en fait, nous, on a été obligés d'éduquer la clientèle beaucoup pour nous comprendre et nous suivre dans notre démarche et que nous, ça vous choque, mais en fait, on fait partie des 2-3% qui, en fait, vous présentons uniquement des produits déjà avec des bonnes matières premières, faites maison tous les jours et de saison, quoi. Et voilà, en gros, c'était ça, les 3 actes, les 3... Non, mais c'est vrai que oui, au début, les gens, ils avaient pas... Ils comprenaient pas trop. Mais on était vraiment aux prémices de la boulangerie qui changeait. Je pense quand on a ouvert, on n'avait pas... En fait, on avait plein de trucs en tête, mais on est vite tombé dans le truc où, en fait, nous, on se dit, OK, il faut produire. Enfin, en gros, comme ça dépendait vraiment de nous, et on était OK, il faut produire et tout. Et en fait, on avait quand même mis vachement de côté l'aspect boutique, l'aspect commerçant, l'aspect... en fait, tout ça, à la fin, c'est parce qu'il y a un client. Bien sûr. C'est qu'en fait, il y a forcément un moment, je trouve, où... juste avant d'ouvrir ou au début, en fait, on ne pense qu'aux produits. Je trouve, enfin, on est obsédé par se dire, OK, faut que ça sorte, faut que ça soit bien, faut machin et tout. Et en fait, c'est exactement ce que je dis, c'est tous les trucs, il y avait beaucoup de trucs et on n'avait pas du tout pensé, on savait même pas faire la caisse, on savait rien faire, enfin, on n'y a même pas pensé. Ouais. Le premier jour je raconte tout ça, mais le premier jour où on a ouvert, il n'y avait pas d'argent dans la caisse, 0, il n'y avait pas une pièce dans la caisse. Parce qu'on on n'avait même pas pensé qu'il fallait faire ça. Pour démarrer, quoi. Et moi, je ne savais pas, moi, j'étais en vente et je savais même pas me servir de la caisse, mais j'avais même pas demandé à quelqu'un, tu peux me montrer comment ça marche. J'étais juste là, genre, ah bah merde, en fait, à la fin, il va falloir encaisser les gens. Ouais. Je savais rien faire, quoi. Enfin, j'étais juste là en mode, pour moi, j'ai sorti mes sandwichs, la pâtisserie, ça va, je vois que Vic, elle s'en sort et tout. Et en fait, il y avait quand même un gros aspect qu'on avait un peu négligé où on s'était dit ça va être fluide. Sur la prod, en fait, pour nous, c'était le plus important. En fait, ça l'est pas, quoi. Enfin, c'est un apprentissage aussi, ça, je pense. Et quand vous avez fait, parce que Victoria, vous avez du coup passé le CAP boulanger pour ouvrir Mamiche. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette expérience et stages qui, du coup, bon, au-delà du savoir faire le pain, comment ça vous a influencé sur la suite, toutes les deux, cette expérience Le CAP, pas grand-chose, ça nous a pas beaucoup influencé parce que ce qu'on explique toujours, c'est que ce qui nous a fait bizarre, ça nous a choqué, c'est qu'en fait, on ne vous apprend pas à vous faire du bon pain. On vous apprend à être productif en boulangerie. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle même pas de levain à l'école. Ouais. Donc moi, ça me choquait, puisqu'en fait, moi, je partais dans la démarche de vouloir faire du bon pain. Donc déjà, le levain, c'était le premier mot. Je crois même que ça avait failli s'appeler levain, notre boulangerie. C'est que c'était essentiel pour nous de passer par l'étape du levain. Et quand j'arrive et que je pose la question et le levain, et qu'ils me disent non, mais ça, on s'en fout.
ça a été un gros choc. Je pense qu'aujourd'hui, ça change les écoles, parce qu'il y a beaucoup de reconvertis, et puis Oui. la boulangerie est en train de changer. Mais à l'époque, on me regardait en rigolant, quoi. Même les autres élèves, c'était, c'est qui cette folle? Donc ça nous a plutôt choqué dans l'autre sens, c'est-à-dire, je comprends pas, en fait. Le pain, c'est le truc français, c'est censé être un produit, symbolique, mis en valeur, et en fait, c'est tout le contraire. Ouais. Donc déjà, nous, ça nous a un peu choqués, et puis après, les stages, moi, ça m'a plutôt permis à me rendre compte de la réalité du terrain, quoi. Ouais. De ce que c'est que de faire du pain, de se lever, les sacrifices que ça représente C'est dans ça. nos vies, de se lever, il est minuit, on se donne rendez-vous à la place de la République avec un boulanger, puis il vient me chercher, tout le monde est bourré moi, à mon âge, j'avais 24, donc ils sortaient tous de boîte à République, et moi, j'allais faire du pain, quoi. C'était un peu lunaire. Donc c'est plus, ça m'a appris le sacrifice que ça représentait et le côté physique, quoi. D'accord. Après, les produits, j'ai jamais fait dans d'autres, j'avais jamais vu des produits qui me plaisaient. Ouais. Je suis passée par des gens qui faisaient du bon pain, la tour d'argent, etc. Mais, moi, ça me parlait pas ce qu'ils faisaient. J'étais en mode, c'est pas ça que moi je veux faire. Donc mais c'est intéressant aussi de voir que sans être fille de boulanger, vous aviez quand même toutes les deux une idée hyper précise de ce que vous vouliez faire. Bon, je pense en vrai, ça, oui, je pense qu'avec du recul, quand on a relu, d'ailleurs, il y a pas longtemps, on a relu notre BP, on était déjà vachement sûrs de nous, sur ce qu'on voulait. Après, on savait pas si on allait y arriver, mais je veux dire, on avait déjà notre liste de produits phares en tête. Ouais. Et puis on a quand même des goûts assez prononcés, ouais. Ouais, nous en général, on goûte un truc on se dit vite, OK, ça on aime ou on trouve ça bon. Ouais. Même quand on a voyagé, et même quand c'est un produit qu'on n'aime pas, genre un type de produit qu'on n'aime pas, on goûte et on se dit OK, moi je sais que c'est pas mon truc, mais franchement là je sais que c'est bon. Et ça, c'est... Et quand on voyageait, on savait, on repérait direct dans les rayons ce qui nous plaisait. Ouais. Alors que ça pouvait ne pas plaire aux trois quarts des gens, mais nous, on savait que c'était ce genre de truc qu'on voulait faire. Donc ça a été un parcours où, en fait, ça m'a appris tout sauf ma miche, mais ça m'a appris la réalité de la boulangerie, quoi. Et puis aussi à fermer des portes sur les choses qui vous intéressaient pas. Voilà, et puis je pense aussi à rencontrer les gens avec qui on allait travailler. Parce que, en fait, c'est con, mais... Pour le coup, la pâtisserie, c'est quand même assez... ça dépend où on bosse, mais il y avait pas mal de filles, quand même, déjà de base. C'est des milieux hyper... il y avait déjà pas mal de reconvertis et tout, donc c'était assez différent. Et là, ça nous a quand même permis de rencontrer des boulangers, en fait. Et c'est con, mais c'est pas vraiment les mêmes personnes. Non. Et donc les pâtissiers ou les bien sûr. Non, c'est pas le même profil. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que on a rencontré plein de gens et on s'est dit, OK, en fait, les gens avec qui on va travailler, c'est quand même ça. Il faut c'est une autre démarche, c'est une autre approche aussi des relations au travail, quoi. Donc ça, je pense que, mais effectivement, je suis d'accord sur l'aspect produit mamie, je veux pas grand chose. Et comment ça s'est passé le fait de grandir comme entreprise? Parce qu'au final, vous avez commencé vous l'avez dit, à 3. C'est très dur. Très vite, vous avez tous les steps sont pas durs pareil et sont D'accord. pas... je pense que les premières personnes qu'on a pris, ça a été à mon avis un tel soulagement pour nous physique que y avait pas de en gros, c'était plutôt des trucs bénéfiques. Après, le problème, c'est juste que comme nous, on a toujours... En fait, on n'a jamais voulu embaucher tant qu'on n'était pas sûr qu'on pouvait vraiment se payer les salaires. Ouais. Donc déjà, avant d'embaucher, ça faisait déjà 4 mois qu'on douillait comme des malades. Donc en fait, on n'en pouvait plus. Il fallait qu'on recrute vite, quoi. On était là, vraiment, on n'en peut plus. Ce qui nous a parfois, du coup, joué des tours parce qu'on a recruté des gens juste vite parce qu'on n'en pouvait plus versus des gens de qualité qui allaient vraiment nous aider. Et après... Non, mais c'est dur en vrai de grossir... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens... Alors moi, souvent, on me reprend avec mes potes quand je leur dis c'est pas si facile de réussir parce qu'en fait, on passe des étapes très vite. Et en fait, à chaque fois qu'on passe une étape, on a l'impression de sortir la tête de l'eau. Sauf qu'en fait, cette étape vous permet de cartonner encore plus. Ouais. Du coup, vous sortez jamais la tête de l'eau. Et nous, un peu infernal, quoi. Là, vraiment, pour être honnête, ça fait 4 ans, on se l'est dit il y a pas longtemps avec Cécile, qu'on n'a jamais sorti la tête de l'eau parce que à chaque fois qu'on s'améliore, ça nous permet d'avoir encore plus de succès. Donc c'est génial, on est ravis. Mais par contre, ça nous demande aussi il y a des conséquences derrière qui font qu'il y a des équipes qui se fatiguent. Ouais. Il faut recruter, le temps de recruter quelqu'un qui est bien parce que vous voulez pas faire la connerie de faire rentrer des gens qui vont tout foutre en l'air. Le temps de recruter, on se fatigue encore plus. Ouais. Une fois qu'on recrute, on fait plus de sandwich, mais en fait, ça cartonne 2 fois plus. Ouais. Ah bah non, du coup, on n'a pas passé la prochaine step, mais en fait, il y en a plein des steps. Ouais. Nous, à chaque fois, on se disait, c'est le step final. Ouais. Donc, c'était génial, parce que le projet prenait une ampleur énorme et on savait pas du tout. Nous, on pensait vraiment devenir une petite boulangerie avec 10 personnes et on s'était dit, on vivra chacune de nos salaires
comme ça, et puis c'était un peu notre dream, c'était de se dire, on pourra se payer en tant que 2 femmes, on aura monté notre boîte, on pourra créer vivre. des emplois. Voilà. On aura créé des emplois, on aura fait ce qu'on avait eu envie de faire, parce que c'était quand même aussi enfin, je veux dire, il y a beaucoup aujourd'hui de reconvertis et tout, mais à l'époque, se reconvertir, c'était un vrai step et un vrai challenge. Oui. Les gens savaient pas si on allait réussir. Les gens, ils croyaient pas beaucoup. Ils croyaient pas beaucoup, donc on s'était dit, c'est génial. Par contre, une fois que ça devient un gros truc et qu'en fait, les clients gueulent qu'il n'y ait pas assez, ça vous atteint au bout d'un moment, parce que il y a plein de boulangers aujourd'hui qui disent bon bah moi j'arrête de faire mon pain à 17h, je m'en fous, ou j'ouvre à 17h pendant 2 heures. Ils ont raison en vrai, parce qu'ils respectent leur vie. Sauf que nous, je pense qu'on était encore trop tôt dans les boulangeries entre guillemets cool, acceptable pour le voilà. client. Et en fait, on pouvait pas faire le step de la boulangerie industrielle au step du vraiment conceptuel, c'est-à-dire bah moi j'ouvrirais 3 heures dans la journée et en gros je serais fermée samedi et dimanche. En gros, c'est ça. Je vous le fais grossier, mais moi, je respecte vachement les deux côtés. Ouais, mais déjà, il y a eu un step comme ça. Vous l'aviez mis d'ailleurs. Je me souviens parce que je suis client de votre boulangerie de Condorcet. Et quand vous avez fermé le dimanche, le lundi, voilà, vous avez dit, bah non, c'est pour, pour le bien-être de nos salariés. Exactement. Moi, je trouvais que c'était tout à fait entendable, que c'était. En fait, le truc, c'est aussi que quand on a ouvert, nous, le truc, c'est quand vous ouvrez un commerce, vous savez pas si ça va marcher ou pas. Si nous, on nous avait dit, ok, faites-le, mais en fait, dans 4 ans, ça va cartonner, machin, peut-être qu'on se serait, on se serait on aurait restreint plus les horaires, on aurait machin, mais en fait, vous savez pas, même au bout d'1 an, vous savez toujours pas, vous vous dites toujours, ok, en fait, c'est cool, en fait, non, mais c'est tout, j'arrive à avoir embauché X nombre de personnes, ça marche, c'est stable, c'est à peu près bien, etc., mais le problème, c'est qu'effectivement, nous, on a toujours eu un peu la tête dans le guidon, donc en fait, on n'arrivait jamais assez, en tout cas, à s'extraire. Je pense que ça, c'était le premier truc. Après, c'était une volonté aussi. On voulait pas trop s'extraire parce qu'on avait vu beaucoup d'entreprises où il y avait des patrons qui avaient très peu de réalité du terrain et de la difficulté du métier et aussi de la qualité des produits. Et je pense que nous, c'était important. On voulait vraiment grandir avec la team, non seulement pour leur montrer qu'on était là, et puis nous, pour continuer à avoir la main dessus, parce que c'est ça aussi qui fait que la qualité tous les jours sort bien. Alors aujourd'hui, on a des managers qui font leur boulot super bien, mais à l'époque... Même trouver un manager dans ces métiers-là, c'était compliqué. C'était compliqué. Et puis vraiment, on était aux prémices de la bonne boulangerie, des boulangeries qui changeaient, quoi. Donc, puis il y avait pas beaucoup de gens qui voulaient venir bosser avec nous, franchement. Ouais. Bah oui, on était 2 femmes. Il y avait plein de gens qui étaient là, bon, mais non. Puis même les boulangers, avoir 2 femmes au-dessus d'eux, à l'époque, c'était vraiment, on nous riait au nez, quoi. Enfin, en fait, je me souviens, on demandait toujours en entretien, est-ce que ça vous dérange? Pour voir leur réaction. Que les 2 patronnes, ça soit 2 femmes. Souvent, on leur dit, du coup, on est presque plus jeunes que vous. Ou alors, on a vraiment moins d'années d'expérience que vous, etc. Et ça, c'était quand même un vrai truc au début quand on a commencé. Parce qu'il y a plein de gens qui voulaient pas, ou qui y croyaient pas, ou nous-mêmes, on pouvait pas payer on pouvait payer, mais un peu au ras des pâquerettes, parce qu'on était en mode, en vrai, on peut prendre quelqu'un, mais on peut pas le payer non plus une blinde. Donc c'était un peu plein de fois c'était quand même vraiment des paris, quoi. On a eu de la chance parce qu'on a trouvé parfois des profils qui nous ont vraiment sauvés et qui nous ont d'ailleurs nous ont permis de créer des postes beaucoup plus c'est grâce à eux que des postes se sont dessinés un peu stratégiques et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir le succès différemment, je pense. Enfin, je veux dire, au tout début, on en a même pas profité parce qu'en fait, on était tellement focus qualité, on voulait pas se foutre de la gueule des gens. On était tout le temps en production. Et en fait, quand on a commencé à hiérarchiser un tout petit peu, je pense que c'est là qu'on a commencé à réaliser que ça marchait et qu'on pouvait en profiter autrement et que, même aujourd'hui, tous nos potes nous disent, mais c'est incroyable, vous vous rendez compte? On se rend pas du tout compte. Non, mais parce que ça va plus vite que nous. Oui, et depuis le début, ça n'a jamais, en fait, ça a toujours été toujours plus vite que nous. On n'arrive pas à rattraper le train. On fait que recruter pour compenser. On fait que ouvrir une deuxième pour compenser, faire ci pour compenser. En fait, franchement, ça nous est jamais arrivé qu'on se dise là, putain, on a anticipé le truc, on a plus de gens que ce qu'il faut, les produits, mais c'est trop. En fait, non. Et puis, il y a eu le Covid qui nous a pas mal foutu un gros coup de pied. Alors, je pense que ça aurait été un moment où on aurait pu se stabiliser un peu. Mais en tout cas, le succès, entre guillemets, ou la réussite d'une entreprise, c'est pas non plus facile, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut vite nous dépasser. C'est des bons problèmes, mais ça reste quand même des problèmes à gérer, quoi. Voilà. Et c'est dur parce que vous avez beaucoup de critiques de gens et en même temps beaucoup de sollicitations. Et nous, je pense qu'on était, on était vraiment trop dans le terrain, quoi. Enfin, je veux dire,
on a trop été attachés à... Bon, après, c'est Bah, ça qui a en fait même le temps, succès, c'est normal c'est que... parce que c'était vraiment notre bébé, quoi. Et donc, nous, on se disait, enfin, quand on se faisait critiquer, on se disait, ouais, mais franchement, c'est pas juste, regarde, on est là 20 heures par jour, Ouais. on fait tout pour que ça marche et on y met toute la bonne volonté de, enfin, je veux dire, on n'est pas feignante et on essaye pas d'arnaquer les gens. Donc, quand parfois on se prenait des critiques, on se disait, putain, mais c'est dingue, quoi, les gens, c'est sont ouf de jamais pas contents, ouais. comprendre Ouais. que, bah là, en fait, désolé, mais oui, c'est trop cuit, mais en fait, en même temps, tu le vois, donc si tu veux pas l'acheter, nous, on force personne, enfin, donc ça, c'était difficile, et après, je pense qu'on a eu de la chance qu'il y ait plein de gens aussi qui nous boostent et qui nous disent, franchement, c'est trop cool, allez-y. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où, vraiment, il y a eu des fois, on se dit, mais attends, putain, on est là 6 jours sur 7, on bosse comme des malades, on voit personne, plus nos potes, nos familles, nos mecs, rien. Et parfois, c'était juste une cliente qui vous disait, bah, dis donc, et là, Ouais, vous aviez envie de putain, pleurer, mais quoi. là, c'est trop, quoi. Moi, Ouais. je veux dire, parce qu'en fait, on reste quand même humaine et comme tout ça, ça nous a un peu pris par surprise, il y a des moments où je trouve on a du mal c'est difficile d'accepter aussi de la critique. Je pense aujourd'hui, on a tellement eu et des bons et des trucs pas bons que maintenant on est un peu plus, je pense aussi à l'aise dans nos baskets. Il y a des critiques qu'on prend mal parce qu'elles sont vraies. Ouais. Quand les gens nous font une critique, on se dit ok là franchement en vrai il a raison ce qu'il nous dit, c'est vrai. Là ça nous atteint, mais parfois il y a des gens qui nous critiquent sur des trucs, on dit bah franchement désolé mais moi je suis pas d'accord et si vous voulez si c'est ça votre critique, bah allez à la boulangerie à côté parce que là on sait un peu mieux qui on est et tout. Je pense au début aussi l'autre truc c'est qu'on on sait pas nous-mêmes quoi enfin voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit quand même on va monter une deuxième boutique? En fait, deuxième boulangerie. on voulait pas monter à la base une deuxième boulangerie. C'est juste que Condorcet, on n'avait pas beaucoup d'argent quand on l'a montée. Et en gros, elle est toute petite. Oui. Et en fait, on s'est très vite fait dépasser par la demande et le besoin des clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait pas pousser les murs. Et investir dans un labo, non, enfin, pour que ce soit rentable, il faut vraiment quand même avoir un débit de fou. Et comme nous, à cette époque, ça faisait 1 an et demi qu'on avait ouvert, on n'était pas sûr de pouvoir pousser le truc x3, quoi. Ouais. Enfin, de quoi combler un labo, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, il y a quand même une grosse logistique derrière. Un labo, vous faites souvent à l'extérieur de Paris, faut prendre une voiture, machin, un truc bint. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, notre seul moyen, c'est d'ouvrir un truc à côté, pas très loin, parce qu'on pourra continuer à faire les transferts facilement, parce qu'on fait à vélo, nous, aujourd'hui. Et du coup, le seul moyen d'être rentable, c'était d'ouvrir une boutique avec, quoi. Ouais. Et en fait, ça nous a permis de séparer des labos de production, c'est-à-dire Condorcet les deux font leur pain, parce qu'on est obligé, c'est obligatoire pour être boulanger. Voilà. Et là-bas, ils font la pâtisserie, et nous, ici, on fait la viennoiserie. Et du coup, ça nous permet d'avoir des grandes surfaces qui sont beaucoup plus adaptées au métier qu'on leur demande. Ouais, bien sûr. Typiquement, la viennoiserie, il leur faut des très grands plans de travail parce que les pâtes sont gigantesques. Ouais. Alors que la pâtisserie, ils ont moins besoin de ça. Donc, on a adapté chaque labo. Et en fait, on transfère tout le matin et ça nous a permis de rentabiliser, entre guillemets, ce labo de viennoiserie qu'on ouvrait, quoi. Ok. Et est-ce que vous pensez que le modèle qui est le vôtre, qui mélange un peu et artisanat et entrepreneuriat, c'est un peu la voie de l'avenir pour le commerce de bouche, le commerce de proximité? Ou parce que il y a le fait que vous ayez aussi des expériences antérieures, ça vous donne quand même une vision de ce qu'est une entreprise. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, enfin, pour vous, c'est... Bah non, mais chacun... Il y a tout, ouais. Enfin, nous, on adore aussi voir justement les toutes... Enfin, moi, il y a plein de modèles de boulangerie, genre le Bricheton, genre le truc, c'est le contraire de... Enfin, pratiquement le contraire de nous. Ils sont pas beaucoup, ils pétrissent à la main. Je veux dire, moi, j'adore ce genre d'endroit aussi, et je trouve ça génial, justement, qu'il y ait plusieurs types. C'est juste que nous, je pense que le truc qui a fait qu'on est devenu plus entrepreneur que les autres, c'est qu'on avait un respect beaucoup du RH je pense qu'on apprend plus dans les bureaux. Parce que c'est exactement ça. Ouais. Même si dans les bureaux, en France, on n'est pas les meilleurs RH par rapport aux Américains ou ce genre de trucs, mais je veux dire, il y a quand même des pauses café, il y a des endroits pour faire des pauses, ils font en sorte que le travail entre équipes devienne agréable. Et en fait, dans les métiers de bouche, ça n'est pas du tout le cas. C'est vrai. Ouais. C'est très Les pauses café n'existent pas. C'est pas... Voilà, il y a pas de pause déjeuner, enfin, ils bouffent tous des sandwichs debout, il y a aucun, entre guillemets, bien-être du salarié. Et je pense que c'est juste ça, où le côté entrepreneur on a vraiment décidé de prendre les devants et de dire, en fait, on va casser un peu les codes. C'est au niveau de RH. Moi, nous, on a vraiment fait attention. On leur dit de prendre des pauses. On a créé des petites salles. Là, on a ouvert une petite salle de pause à Condorcet parce qu'on l'a pas dans le local, avec un canapé. C'est juste qu'on fait des séminaires. On essaie de rassembler tout le monde. On essaie d'être hyper... on fait des points
avec chacun de nos employés. Je pense que c'est pas beaucoup le cas dans les restaurants. En fait, on essaie d'appliquer les règles de l'entreprise plus classique dans ce milieu-là, où en fait ici ça se fait pas trop dans les milieux de la gastronomie, quoi. Ouais. Et après, je pense que nous, c'est aussi que on a tout le temps envie. Je pense qu'en fait, il y a plein de gens, ils montent leur truc et après, c'est pas que ça s'arrête, mais ça va pas forcément beaucoup plus loin. C'est plus que nous, en fait, on a plein d'idées, mais c'est pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas forcément une envie de développement, c'est pas forcément pour développer. Non. C'est juste qu'on a plein d'envie de trucs. Que vous avez envie de l'assouvir, en fait, c'est ça. Moi, j'ai vu tel truc, ça me ferait trop plaisir de faire ça. Et en fait, c'est la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est juste de se dire parfois, ah bah tiens, moi j'adore manger ça, j'ai vu qu'il y avait un mec qui en faisait, qui était trop bon, viens, on fait ça. Et en fait, c'est ça qui fait qu'après, les gens parfois ont l'impression qu'on est dans ce truc de... En fait, que ça s'arrête jamais, mais c'est juste que, quand on a un petit peu de temps de pause, entre guillemets, dans notre tête, l'envie reste là, quoi, de faire des petites choses à côté, et c'est ça, quoi. Et justement, une question, avant de passer à la partie suivante, une question sur vos produits. Vous avez quand même assez souvent des nouveaux produits qui sortent, donc là, ce que je comprends, c'est que ça correspond à des envies, vous vous dites... Voilà, par contre, parfois, ça met aussi assez longtemps, si j'ai bien compris. Je pense aux Suisses. Assez longtemps entre le moment où vous avez envie de le faire et le moment où ça sort vraiment parce que vous travaillez vachement vos recettes. Comment est-ce que vous décidez de lancer un nouveau produit ? Enfin, qu'est-ce qui fait que... on a une liste depuis très longtemps de produits qu'on rêve de faire. C'est juste que nous, on le fait que déjà si on a le temps de prendre du plaisir à le faire, on va pas le faire à l'arrache. Et en plus de ça, on le fait que si on sait que ça va être le meilleur, ou en tout cas pour nous le meilleur. Donc effectivement, ça nous est déjà arrivé plein de fois d'avoir des idées produits qu'on n'a pas fait parce qu'on n'était pas satisfait du résultat. Et ensuite, on a une liste tellement longue qu'entre guillemets, elle s'alimente toute seule parce que dès qu'on a une idée, on la rajoute. Et en fait, comme on met du temps à les sortir, au final, c'est pas que notre liste est infinie, mais on a encore tellement de choses. Là pour très 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 longtemps. Là pour le coup, on en a encore sous. Il y a plein de trucs qu'on aime bien, qu'on a envie que ça soit effectivement bon, et après, faut aussi que ça colle en termes de trouver les matières premières, trouver le prix. Parfois, on trouve un truc, mais en fait, il faudrait qu'on le mette à 6 balles en rayon. On se dit, bah non, mais ça, c'est pas possible. Parce que vous avez aussi, c'est ça, on en a pas parlé, mais une politique de prix qui est assez, c'est ça, inédite, je trouve. Vous êtes pas lancé en vendant vos produits hyper chers. Le but, il y a des pâtisseries ou des boulangeries qui se sont lancées sur des créneaux comme ça en vendant hyper cher. Et du coup, vous avez, je pense à la baguette qui était tout de suite sûrement une des moins chères du quartier. Variée, quoi. On a vraiment de tout. Et ça, je pense, ça a toujours été comme ça. De toute façon, on se pose toujours la question, ça, toi, tu l'achèterais tel prix? Si on a une de nous deux qui dit non, franchement, ça, moi, je rentre, je vois ça à ce prix-là, je me dis que hors de question. Non, mais on voulait pas être ce genre de concept qui vend des trucs plus chers que ce que ça vaut. Et puis, on avait l'idée de boulangerie de quartier. Donc, pour nous, le quartier, c'est tout le monde. C'est pas juste une certaine catégorie de personnes. Et puis, je pense que ce qui a juste été dur, c'est que, en fait, nous, on voulait quand même des bonnes matières premières. Et c'est là où, en fait, beaucoup de gens nous ont dit, vous y arriverez jamais, parce qu'effectivement, déjà, on fait tout maison, donc il y a beaucoup de RH, d'humains, quoi, derrière. Ça demande des personnes de masse salariale. Et ensuite, on voulait pas non plus renier la qualité des matières premières. Du coup, ça faisait 2 centres de coûts qui sont énormes. Et donc, quand on a ouvert, c'est pas qu'on n'était pas rentable. En vrai, j'en sais rien, parce qu'on faisait pas les chiffres, parce qu'on était trop en prod. Mais en fait, là où ça a commencé à marcher, c'est que quand on a commencé à en faire en quantité. C'est ça qui nous a permis, en fait, de faire de la quantité, mais de pas non plus dire non au côté artisanal et la bonne matière première. Parce qu'aujourd'hui, franchement, la matière première, on se fait chier, quoi. On achète du bon beurre, on achète de la bonne farine qui est locale, moulin bourgeois, on a du jambon Prince de Paris, on a du comté affiné de 18 mois. Les primeurs, c'est terroir d'avenir. Enfin, c'est quand même... Alors, il y a certains trucs qu'on doit retravailler, c'est sûr, parce que chaque nouveau produit a sa matière première, donc à chaque fois, on essaie de trouver les bonnes solutions. Mais, je veux dire, ça a été dur de présenter des produits pas chers avec ces 2 contraintes-là. Et le seule façon, mais sans même s'en rendre compte, qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'en fait, on a eu du monde. C'est le volume, Et du coup, c'est ça, en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est possible si on continue à tenir ce rythme. C'est possible de sortir des produits pas chers, de bonne matière, que tout le monde pourra s'offrir. Par contre, faut y aller. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très sportif, mamiche, quoi. C'est que, et c'est ça aussi le sacrifice qu'on a fait, c'est de se dire, notre modèle, il marche que si on doit courir, on ne marche pas, on court. Tout le temps. Nous, on a eu de la chance que ça marche vite. Donc la demande, elle a toujours été importante.
Mais en fait, effectivement, je pense typiquement, la demande n'aurait pas été comme ça. Je pense qu'on aurait beaucoup plus vite changé de politique. On aurait augmenté les prix, forcément. Ouais. Enfin, nous, on a testé comme ça et puis on a vu que ça marchait. Et du coup, ça nous a permis de maintenir les prix bas, quoi. Mais effectivement, je pense que les gens qui voient pas beaucoup de gens rentrer dans leur boutique, ils se disent bon, bah, faut qu'on mette plus cher, sinon on va pas y arriver, quoi. Ouais. Ou alors, on prend de la matière première de merde. Mais non, il était hors de question qu'un des deux saute, en fait. Non, ça, c'est Ok. Voilà. On va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Première question, est-ce que selon vous le fait d'être des femmes, ça a eu un impact sur votre parcours professionnel? Alors ça peut être avant comme en boulangerie-pâtisserie. Je pense que c'est sûr que oui, mais je saurais, en fait, en boulangerie, c'est sûr que oui, parce que ça nous a plutôt mis des bâtons dans les roues qu'autre chose pour le côté crédibilité et tout, et en même temps, une fois qu'on a ouvert, ça nous a aidé à ce que les gens nous reconnaissent. C'est comme c'est un petit milieu aussi, typiquement, ça allait vite, les deux filles qui ont plein de boulangerie, il y avait que nous, quoi. Enfin, ça, c'est sûr que ça pouvait pas être d'autres gens, mais après, je pense, mais comme toutes les caractéristiques de chacun, qu'on soit des femmes, qu'on soit jeunes, qu'on soit de familles nombreuses toutes les deux, en fait, tout ça, c'est des caractéristiques, c'est sûr que ça change la perception de tout. Donc après, oui. Je peux même pas imaginer dans n'importe quel milieu une femme qui dirait non. Ouais. Non, mais en boulangerie, c'est certain. Après, moi, dans mon parcours avant, aussi, en fait, c'est juste que moi, j'estime qu'on soit femme ou homme. En fait, c'est à toi de te démerder, quoi. Il y a un moment donné, si tu te fais maltraiter, tu le dis, ou tu le dis pas, mais faut juste bien vivre le truc. Et je pense que c'est, après, voilà, chacun fait son petit bout de chemin et c'est juste sa façon d'être. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Ouais. J'ai vu des choses, dans des milieux de femmes qui m'ont choquée, j'ai vu des choses dans des milieux d'hommes qui m'ont choquée. Après, c'est la façon dont on le prend et ce qu'on en fait. Moi, en tout cas, ça m'a motivée, en tout cas en boulangerie, pour leur faire fermer le clapet et leur dire, en fait, tu sais quoi, tu me fais chier aujourd'hui, mais on verra bien dans 5 ans quand j'aurai ouvert ma boulangerie et que ça se trouve, tu viendras me chercher du taf. Moi, c'était plutôt comme ça que je le tournais, quoi. Mais chacun l'interprète comme il veut. Ouais, bien sûr. Mais le fait que la boulangerie soit un milieu qui, ait la réputation d'être très masculin, mais je pense qu'elle est pas usurpée parce que c'est assez vrai dans la. Oui, pour le coup. Voilà, on le voit. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, la manière dont vous recrutez? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chez Mamiche? Enfin, moi, j'en vois on est, visuellement. À peu près moite. Ouais. Nous, ça change rien. Que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche. Enfin, tout ce qu'on veut, c'est des gens qui ont la patate, qui sont motivés et qui ont le respect du boulot. Ouais. Et ensuite, je pense juste, comme Cécile l'explique souvent, c'est que comme on est deux femmes, par contre, on attire beaucoup de femmes parce qu'elles se reconnaissent en nous et qu'elles se disent que du coup, si on y arrivait, on adapte aussi le métier au job d'une femme. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on a une boulangère enceinte. Direct, on s'est dit, en fait, tu vas pas paniquer une seule seconde et on va rendre ce truc possible. Oui. Alors que je pense dans n'importe quelle boulangerie, ils en auraient profité peut-être pour la squeezer, je sais pas, ou pas, hein. Ça dépend sur qui on tombe, mais je veux dire, elle est arrivée avec un stress qui en 2 secondes s'est retiré face à nous. Parce qu'en fait, on a été les premières sensibles à ce qu'elle était en train de vivre. Et je pense que du coup, on attire les femmes parce qu'elles pensent que, elles se disent que du coup, c'est possible pour elles aussi. Oui, je pense, des femmes assez, battantes, je sais pas trop comment dire, c'est des femmes un peu en tout cas elles ont beaucoup les mêmes caractères dans ce milieu. Oui, voilà, c'est des femmes qui ont des gros caractères, qui ont pas peur, qui sont des grosses battantes et tout, et qui, je pense, où nous on se reconnaît toutes là-dedans, et où effectivement elles se disent ok, avec peut-être là c'est peut-être possible pour moi en fait, juste avec de la volonté d'y arriver. Et rien d'autre. Voilà, parce qu'en fait il y aura pas d'autres, il y a pas de bâton dans les roues de personne. Si t'as envie et que t'es une femme, vas-y, c'est un boulevard que t'as devant toi, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que votre parcours, ça montre ça aussi. Enfin, ça montre un modèle qui marche et du coup, qui fait aussi envie, Et les hommes, en vrai, on est très contents. Mais je pense qu'ils aiment bien bosser avec nous. Voilà, en fait, je pense que c'est une approche différente pour eux parce qu'on est plus sensible. Je pense que les hommes, c'est clair. Et, ça, vraiment, pour le coup, et puis, on a un souci du détail qui est quand même, oui, je pense qu'on est assez exigeante. Ouais, on est exigeante, c'est ça, je pense. Très minutieuse, peut-être, par rapport à un patron. Enfin, en tout cas, comme ça, les gros, un peu les trucs exagérés, c'est comme ça que je le dirais. Mais après, je pense que nous, c'est juste à l'entretien, on fait juste attention à ce que ce soit pas un problème pour eux. Ouais. Parce que, effectivement, on en a déjà eu des machos dans les équipes, et là, pour le coup, ça passe pas. Ça, c'est clair. Enfin, genre, tu parles mal à ta voisine ou à moi, en tant que femme, c'est terminé, bonsoir, quoi. Ouais. Ça, pour le coup, on est assez intransigeante. Ça nous est déjà arrivé, et puis et même, ça nous met mal à l'aise, en fait. Ouais. Bah oui, au-delà d'être intransigeante, on est vraiment mal, humainement, on est mal à l'aise. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé où je savais pas trop,
J'étais en mode, ah ouais, on en est encore là, quoi. Du coup, si on en est là, va falloir passer step après, quoi. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui voudrait marcher sur vos traces Qu'est-ce qui vous a fait la différence pour vous C'est dur. Moi, c'est de créer ce que vraiment on a envie de créer. Enfin, je veux dire, de suivre ce que vraiment proprement, ce qu'on a envie de faire, parce que nous, on nous a beaucoup découragés. Alors déjà sur le métier, mais bon, ça, il suffit d'un peu de mental et de physique. Je pense que n'importe qui a vraiment envie d'y arriver, il y arrivera. Après, c'est plus le modèle que vous avez envie d'en faire. Je pense qu'il faut suivre vraiment le propre modèle. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était impossible qu'on soit 2 femmes, boulangères, qu'on fasse du fait maison, avec des bonnes matières premières. Tous ces trucs-là, c'était du domaine de l'impossible. Et en fait, nous, on a juste suivi notre instinct. Ça se dessine au fur et à mesure. C'est step by step. C'est pas tout d'un coup, parce que c'est pareil, nous, quand on a vu la montagne qui nous attendait, heureusement qu'on était naïves. Et qu'on a fait petit à petit, en fait. Chaque petit truc. Encore aujourd'hui, il y a des trucs qu'on veut améliorer depuis le début. Genre les packaging. C'est vrai qu'on fait des packaging écolo, mais tout ce qu'on voit de packaging qui descend, ça nous un peu fend le cœur. C'est encore un truc qu'on veut améliorer, mais step by step, quoi. On peut pas tout faire. Et je pense que les filles qui démarrent, faut pas voir la montagne. Faut voir chaque pas qui va être fait et faire ce qu'on a... Et au fur et à mesure, se diriger vers ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles y aillent à fond, quoi. Oui, il faut pas se décourager, quoi, parce que nous, après, je pense qu'on a eu la chance d'être 2, et ça aide beaucoup, parce que il y a eu des phases où il y en avait une qui était plus découragée que l'autre ou quoi, et en fait, c'est ça, faut, je pense, soit avoir la bonne personne à côté de soi, ou même si c'est dans sa vie privée ou j'en sais rien, mais c'est pour se donner parfois du courage. Il y a des moments où on s'est dit, mais là, en gros, je peux plus, j'y arriverai pas, machin, mais en fait, je pense qu'il faut y croire un peu, quoi. Parce que c'est vrai que c'est honnêtement hyper difficile. Enfin, je veux dire, il y a pas mais c'est important de l'entendre, en fait. En fait, il y a pas, nous, ça a été, je sais même pas combien d'heures de sommeil on a manqué, de fois on a pleuré, de machin, enfin, il y en a eu des milliards. Mais c'est juste, faut se dire, c'est dur, et pas penser une seconde que ça sera facile. Enfin, moi, je connais personne qui a monté sa boîte pour qui c'était facile. Non, c'est sûr. Honnêtement, c'est dur, mais c'est comme ça, et une fois qu'on le sait, non mais il faut accepter, en fait. Parfois, faut accepter de se dire, ok, là, j'en chie, là, franchement, ouais, c'est hyper dur et tout. Mais, je vois bien que, enfin, en gros, j'ai un horizon positif aussi, quoi. Et est-ce qu'il y a des femmes qui ont compté dans votre parcours, ça peut être parcours professionnel, parcours, ou des femmes qui vous inspirent, Oh la vache. Ouais, ça c'est une question, ouais. On pose pas souvent cette question. Non, mais il y a des femmes qui nous inspirent personnellement, mais bon, c'est plus moi c'est plus dans ma personnalité que dans le job en lui-même. Mais ça c'est, en gros, est-ce qu'il y a des figures dans votre vie, ça peut être soit des femmes avec qui font vraiment partie de votre vie, ou qui en font partie à un moment, ou des figures qui vous inspirent sans que vous les connaissiez, ou voilà. Dans le milieu, je sais pas qui on aurait rencontré qui a vraiment fait des... Parce qu'en fait, finalement, c'était plus des hommes qui nous ont... Oui, au final, comme c'est un métier d'homme, ceux qui nous ont aidés... Ça peut être en dehors du milieu. Mais après, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai, mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et tout ça. Après, je pense qu'il y a une fille, la chef boulangère, qui est Annabella, qui est arrivée dès le début. Oui. On va pas se mentir, c'est une nana qui a peur de rien. Et qui a vraiment, en fait, permis que ce truc de 2 filles devienne possible et se soit encore plus affirmé avec elle, je pense, parce que elle nous a vachement rassurés en nous disant c'est ça que vous voulez faire, parce qu'en gros c'est une des premières personnes avec qui qu'on a embauché, qui est encore en entreprise, etc. Et elle nous disait ok, c'est ça que vous voulez faire, genre ok t'inquiète pas, c'est bon, on va, genre en gros, et quand parfois on arrivait en disant putain c'est la cata, y a je sais pas quoi, ça. Ok, on va, voilà. Ouais. C'est une femme très 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 forte, et je pense que ça a vraiment permis de stabiliser et de rendre un rêve possible, en tout cas d'avoir, en fait nous on s'était tellement imaginé des gros boulangers machos qui allaient un peu nous la faire à l'envers, parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'on a été traités quand on faisait des stages, et du coup le fait de l'avoir arrivé, qu'elle ait en plus un peu la même personnalité que nous, qui était très forte physiquement, qui faisait du pain, qui était boulangère, donc avant nous, parce qu'elle avait déjà fait du Kaiser avant, donc c'était un ovni pour nous même, encore plus que on est un ovni pour les gens d'aujourd'hui. Et du coup, je pense que, en tout cas, moi, elle m'a permis, elle m'a impressionnée, et elle m'a dit, en fait, tout est possible si elle y arrive là, et que ça fait 5 ans qu'elle fait ça tous les jours à 3h du matin, et qu'elle est heureuse, et qu'elle est, elle est belle, elle est tout ce que tu veux, et qu'elle y arrive. Moi, ça m'a vraiment rassurée dans l'étape de...
de cette boulange, quoi. Et aujourd'hui, elle est là, c'est la première à avoir eu un enfant parmi dans la team, le trio, quoi. Et là, aujourd'hui, elle se lève encore à 3h du mat pour venir faire du pain. Dès qu'il y a une galère, elle nous appelle, elle dit non, mais c'est pas grave, j'ai arrangé le truc, j'arrive plus tard. Enfin, moi, je la trouvais ça incroyable. En tout cas, pour une femme qui fait ça depuis aussi longtemps, donc qui a vécu pire que nous dans le milieu. Oui, qui surtout vient vraiment de, enfin, elle est argentine. Elle a fait tous les métiers plongeurs, sushiman, elle a vraiment gravi tous les échelons pour arriver, et aujourd'hui, chez nous, elle est responsable, pilier, quoi. Et tout, donc oui. C'est un bel exemple une chouette histoire. De nana qui a la volonté, elle y est bien arrivée. Ouais. Ah bah ça, c'est une super réponse comme source d'inspiration. Ouais, non, mais c'est vrai. Il faut le dire, quand on a des employés modèles. C'est clair. On va passer à la dernière partie de l'interview, donc le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous auriez envie de partager? Moi, j'ai lu, il y a très peu de temps, une BD, d'ailleurs, pour que je te la passe, elle est vraiment cool, qui s'appelle Sacré Chef. Ouais. Un mec qui a écrit ça, une BD, qui est allé juste rencontrer des chefs pour leur parler de la cuisine et tout, et c'est hyper imagé, c'est un peu... Et franchement, ça m'a... Et c'est avec les vrais chefs Alors, c'est avec des vrais chefs, genre Guirard, machin et tout, et en fait, ça m'a... J'ai fermé ce truc et je me suis dit, je rêve d'aller au restaurant, ça m'a fait un peu voyager dans ma tête 5 minutes, ça m'a plu. Mais c'était une adresse ou non? Ça peut être une adresse, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être ce que vous voulez. Bah non, moi... Et vous, Victoria? Je sais pas, là, comme ça, mais... Ça peut être un takeaway, puisque les restos sont fermés. Non. Bah non, mais moi, j'ai hâte que le Rigmarole réouvre. Ouais. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Parce que j'ai vraiment surkiffé la nourriture. Les orientations asiatiques, françaises, enfin, j'ai adoré format tapas. Ils se foutent pas de notre gueule en termes de quantité de ce qu'on va manger, alors que ça, on sait que c'est important chez Mamie. C'est haut de gamme, mais souvent le haut de gamme, vous payez beaucoup parce que c'est des matières premières très chères, mais vous mangez pas beaucoup. Et là, pour le coup, au début, t'es à 5 plats, tu te dis, bon, de toute façon, ça va être fini dans 1 ou 2. Et puis, en fait, ça continue, tu te dis, non, mais ouais! Et en fait, ça continue jusqu'à ce que tu te pètes le bide. C'est hyper satisfaisant. Et tout est bon, quoi. Enfin, je suis d'accord. tout est bon. Et puis même cet endroit, il est tout simple, mais en même temps hyper sophistiqué dans l'assiette. Enfin bref, j'ai adoré, quoi. Ouais. Le plat qui résumerait votre enfance? Bah non, moi je l'ai dit, les coquillettes au jus de poulet. Ça, c'est franchement mon enfance. Je sais pas. Ça peut ne pas être un plat fait maison, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un bonbon, ça peut être, vous voyez, ne vous limitez pas. Ouais, moi je saurais pas dire. L'aliment de l'enfance. Franchement, je sais pas. Non, moi je reste sur les coquillettes. Les coquillettes, c'est un truc, c'est un peu, je pense, les Français quand même, c'est un peu truc, quoi, c'est le truc doudou. Moi typiquement, même maintenant, dès que je suis malade, je ne mange, je me dis, les coquillettes, on y va. C'est clair. Et... Ça rassure. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Non, mais moi je crois qu'il y en a plusieurs en fait. Il y en a plein. C'est vrai. Moi, j'ai un plat que j'ai goûté, que j'ai jamais oublié. J'en ai un souvenir, mais j'étais petite et je me souviens que ça va toujours dans le même truc, mais c'était la première fois que j'ai goûté une daube. Parce que mes parents viennent du sud, viennent de Nice. Et je me souviens, on sortait d'un voyage, je sais plus, bref. On était arrivés, moi j'étais déglinguée, je pense qu'on avait fait de la route toute la journée. Et donc je m'étais endormie sur la banquette du resto. Et ma mère m'avait réveillée en me disant, Cécile, viens, il y a un truc qui va te plaire. Genre, en gros, c'est l'heure de manger, mange ça va juste te plaire. Et c'était une daube avec de la polenta d'un micro-resto qui s'appelle la Merenda, qui est genre vraiment tout fait maison, hyper simple, trop bon. Et j'en ai un souvenir de cette daube. C'est la première fois que je m'en ai servi, j'avais explosé le plat en 5 minutes. Et moi, j'étais repartie me coucher. Et c'était trop bon. Ça, je sais pas, dans mon... Ouais, putain, moi, j'en ai trop, hein. Mais ouais, c'est dur comme question. Mais je crois qu'il y en a un qui m'a marqué parce que comme c'était en voyage, je sais que ça se trouve, je le remangerai jamais de ma vie parce que les autres, c'est des restos, mais je sais qu'un jour, je peux y retourner le pire. Genre Guy Savoie et tout ça, il y a des trucs qui m'ont marqué, mais je veux dire, là, c'était aux Seychelles, c'est un mec qui était vraiment genre au milieu de la pampa et on s'est arrêté là par hasard et il nous a dit, vous voulez manger quoi? On lui a dit, vous avez quoi? Il a dit, si vous voulez, en ce moment, il y a beaucoup de crabes de terre. On savait même pas il nous montre, c'est des énormes crabes dégueulasses, même physiquement, ils sont vraiment répugnants, quoi. Puis il les chope, puis il nous dit, je vais vous faire ça. Et là, mais on n'a pas compris ce qui nous arrivait, quoi.
Genre, ça avait le goût de homard, mais d'une finesse, c'était incroyable, avec du riz, c'était tout simple, hein, avec une sauce qu'il avait fait à la tomate, mais on en a bouffé, mais ça a duré des heures. Et on lui disait, re du crabe de la terre, et il allait retuer les crabes de la terre. En plus, mon frère est fan de crabes, donc il était fasciné, il avait envie de les tuer de ses propres mains. Je suis en mode, tu vas te faire bouffer, vu la taille du truc. Et non, et c'était ouf. Et c'est vrai que c'est un plat, je sais que je remangerai jamais. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il est aussi exceptionnel dans ma tête. Peut-être qu'aujourd'hui, je le remangerais, je me dirais, en fait, je me suis complètement... Mais c'est souvent comme ça. Hein. Alors que les restos, il y en a plein qui m'ont marqué, mais je sais qu'au fond... T'es toujours un peu, tu dis, c'est le moment aussi. Voilà, ouais, donc le crabe de terre est une bonne histoire. Je la connaissais pas, cette histoire. Ouais, tu la connaissais pas. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Ouais, bien évidemment, putain. Alors, moi, les œufs durs. Les œufs durs, ok. C'est ça, moi, les petits pois. Ok. Et à l'inverse, un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine chez vous? Alors Victoria. Sauce soja. Cécile, la sauce soja. Anchois. Ouais. Un truc très salé, moi, c'est horrible. Ouais, sauce soja, moi aussi, je suis une grande addict. Non, mais moi, des pâtes, mais pas des pâtes de merde, quoi. Ouais. J'ai toujours un bon plat de pâtes parce que je me dis, si j'ai rien à manger, même avec de l'huile d'olive et du poivre, je m'en satisfais tellement. Enfin, je trouve pas ça glauque, en tout cas, chez moi, de me dire, j'ai rien à manger. Ah bah si, il y a des pâtes que je vais me faire avec juste un peu de parmesan. Et est-ce que c'est ça votre recette fétiche? Parce que c'est ma question suivante. Les pâtes? Ouais, la recette à la maison, la recette doudou à la maison. Des pâtes. Ouais, non, des pâtes. Ouais. Moi, c'est vendredi soir, tous les vendredis soirs, c'est pâtes. Tous les vendredis soirs, elle me dit, alors ce soir, ça va être... Ouais, parce que comme le samedi, c'est une très grosse journée chez mamie, je considère que c'est un peu un événement sportif comme un marathon. Du coup, j'en ai trouvé cette bonne excuse pour dire, il faut que le vendredi, je mange des pâtes comme les grands sportifs. Sauf que c'est pas n'importe quelle pâte, ça va pas être des pâtes avec... Tous les vendredis, elle me dit, alors aujourd'hui, je vais faire plus tôt. Elle va s'acheter des petits trucs. Et puis c'est cool les pâtes parce que c'est facile de faire un truc délicieux et il y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, donc tu prends un vrai kiff à aller acheter l'ingrédient. Te dire je vais te faire un bon pesto ce soir, tu te fais pas chier. Facile, tu vas dans un bon primeur, t'achètes les bonnes herbes, etc. Et un bon parmesan est terminé quoi. Alors que quand tu te fais un truc un peu perché, ça prend 2 heures quoi, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Non mais les pâtes c'est satisfaction rapide, efficace qu'on aime quoi. Et quand vous cuisinez, est-ce que vous écoutez la musique, vous écoutez vous écoutez la radio, est-ce que vous écoutez quelque chose? Moi je médite. Moi aussi. Ok. Mais franchement en vrai c'est un vrai c'est déstressant. C'est un vrai exercice de comment on dit de première personne. C'est on se concentre juste sur ce qu'on fait et pas sur le reste. Et moi c'est plutôt silence. Moi aussi. Très grand silence. Et par contre, grand plan de travail bien dégagé, et là, on y va, quoi. Ok, la zénitude. Ouais. Et on va parler resto, le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un. Ça va pas vous faire. C'est dire, mais si vous voulez nous achever ou quoi? Ah non, moi je dis veto. C'est horrible. Non, parce qu'en fait, tu dis un, puis tu vas penser à un autre et tout. Non, mais c'est pas possible. S'il ne restait qu'un resto, vous pouviez aller. Bah non, mais moi, ce serait un italien, je pense. Moi parce aussi, que les pâtes, je m'en satisfais, mais par contre, quel italien? Ou alors un très bon japonais. J'adore manger. Ouais, mais, non. Moi, italien, non, je sais pas. Non, mais c'est trop dur. Ouais. Hein. Moi, je peux pas répondre. En fait, on aurait vraiment dû étudier les questions à fond avant. Parce que là, non, parce qu'il faut aussi, s'il en reste qu'un, bah, tu peux pas dire un truc hyper haut de gamme, parce que t'as pas envie de manger tout le temps un truc haut de gamme. Mais c'est pour ça que les pâtes, c'est pas mal. Parce que moi, je pourrais bouffer des restos italiens préférés, alors? Bah non, j'en ai trop. Moi, j'adore Tempi Lenti. Moi, en fait, je suis obsédée par les anchois. Et leur spécialité, c'est les pâtes aux anchois. Donc ça, c'est... Ok. Très, très bon une réponse de Cécile, quand même. Victoria. Non, moi, franchement, je sais pas. Rachid. Enfin, non, mais il y en a plein. En fait, parce que, attention, moi, je trouve qu'on va vite dans le resto italien. Alors que t'as le resto italien du sud, t'as le resto italien du nord, t'as le resto qui fait plutôt le poisson. Oui, non, mais là, tu pars en live, là. Mais oui, mais parce que c'est vrai, tu peux pas choisir un italien. Mais tu peux pas choisir un resto non plus, c'est horrible. Bah non, je peux pas. Ouais, désolée, mais on n'arrive pas. Veto. Avant-dernière question, quel resto vous donneriez cher pour tester? Quel resto vous fait rêver? Ah bah moi, Moi, je devais oh la pauvre. Je remets le couteau dans la plaie. Ouais, grave. Elle devait y aller au Mirazur. Ouais, au Mirazur. Je devais y aller le 15 mai, ils viennent d'annuler. C'était pour mes 30 ans, c'était mon cadeau des 30 ans. Je tannais ma famille pour que ce soit mon cadeau depuis toujours. Et du coup, ils sont arrivés à avoir une table et elle vient d'être annulée. Donc, si tu m'entends, s'il te plaît, et invite-moi. Mais grave. Oh putain. Et vous, Cécile? Mais c'est vrai que Mirazur, ça me ferait bien rêver quand même. Mais là, on a plus envie de... on a envie de trucs du sud, quoi. Ouais. On a envie de la petite terrasse non? On a envie de vacances, j'ai l'impression. Ouais, on a envie de manger un bon truc sur une terrasse avec grand verre de vin. Ouais.
Ok. Voilà. Dernière question. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Margot Combat, ça me ferait bien marrer. Ah ouais. Ouais, Margot Combat, c'est vrai. Qui d'autre ? Non, je sais pas. Non. Margot Combat, restons. Non, mais oui, parce que bon. En fait, on l'a rencontrée, cette fille. Elle est, c'est une warrior. Je pense elle est aussi dans un milieu qui a pas du tout Je pense que c'était facile. Grave. Et elle est hyper originale, très singulière. Et en plus, elle fait ce qu'elle a envie. Elle a suivi son propre modèle. Elle vit son truc. Et pour elle, être une fille, c'est pas un obstacle, quoi. C'est justement, c'est une valeur, Ajouter, c'est trop bien, et elle assume. Elle assume tellement agréable. Putain, aujourd'hui, on a cité tellement de gens, on va leur dire d'écouter qu'on les aime, quoi. On va dire aux gens, écoute ces gens-là. Il y a un truc. Une déclaration. Margot, si tu nous entends. Non, c'est vrai, ouais, Margot, ça me dirait bien. Ouais, bon, en vrai, elle est toujours. En plus, elle est fun. Oui, j'allais dire, elle est toujours drôle à écouter, en vrai. Cette nana, franchement, tu passes 10 minutes avec elle, tu piques 10 fous rires. Merci pour la recommandation. Voilà. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt chez Maniche. Oui. Demain matin. Un grand merci à Victoria Effantin et Cécile Cayatte pour leur participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.